Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau en salle de trading sur le site donc dailyfx.fr. À nouveau Vincent Gann pour ceux qui étaient présents ce matin au morning meeting. Vous retrouvez, c'est promis, Nicolas Chéron à partir de mercredi 11 h. Au passage, prenez date, demain à 14 h 15, nous recevons Nicolas Lavallée, expert des fourchettes d'Andrews, pour un point de marché en forme de duo, à l'image de ce qu'on fait avec Karen Pelwal sur l'indicateur Ishimoku. Un duo donc mêlant analyse chartiste standard et les fourchettes d'Andrews demain à partir de 14 h 15. Alors, Mario Draghi est en ce moment en train de s'exprimer au Parlement européen, et puis à 16 h nous attendons les statistiques américaines. Avertissement légal est sous vos yeux, vous avez donc pu en prendre connaissance. Nous basculons sur le site d'EliFX, un certain nombre de points depuis ce matin. Je vous invite notamment à lire ce qu'on vous a proposé ici sur les métaux précieux et les devenirs de l'or et de l'argent. Notamment donc cet article ici, les stops des acheteurs sur l'argent sautent, la volatilité augmente, donc vous avez de la lecture, vous avez aussi un certain nombre de points ici en Ishimoku. Non, moi je pense que je vais aller rapidement directement sur les opportunités de trading. En clair, le FX en ce moment c'est quoi? Vous avez un couteau qui tombe, le dollar australien s'effondre et le dollar australien continue de fortement chuter. Nous vous invitons à le vendre toujours en achetant en face des monnaies fortes. Je reviendrai notamment sur le GBP AUD qui franchit aujourd'hui encore une résistance. Mais avant de parler plus en profondeur du dollar australien, laissez-moi attirer votre attention sur le dollar canadien. Dollar canadien qui, je pense, est en risque baissier à court terme. Alors d'une part, il a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5 séances consécutives de hausse. Ça, voilà, c'est un fait, on peut consolider 5 séances consécutives de hausse, mais au-delà de ça, sur le plan chartiste, eh bien, l'accélération haussière de vendredi après-midi, suite à la publication des chiffres de l'inflation au Canada, a fait que cet indice, ici, devise, a rejoint la partie haute de son canal. Et puis j'ai fait un peu le tour d'horizon des paires en dollars canadiens, et je suis notamment satisfait des comportements de l'euro CAD ou encore du GBP CAD, probablement des trades intéressants. Le GBP NZD, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était l'opportunité d'achat de ce matin, magnifique structure en avalement haussier en préparation sur le GBP NZD qui fait partie, vous le savez, des paires de devises sélectionnées pour jouer la force de la livre sterling sur le marché d'échange. Je reparlerai assez largement des paires GBP Yen, GBP AUD, GBP NZD et GBP CAD puisqu'il faut en parler, et nous n'oublierons pas bien sûr le GBP USD. Donc dollar canadien est en risque à court terme, attention simplement à court terme. À cela s'ajoute le fait que, on le sait, le dollar américain approche d'une résistance majeure. Pour l'instant, il reste fortement haussier, mais je pense que une éventuelle consolidation de l'USD pourrait aussi faire consolider ce dollar canadien. L'euro reste globalement neutre sur le FX, c'est ce que montre l'indice devise. L'euro évolue dans une structure triangulaire ici selon les enseignements de l'euro index. Il est sous pression. Quelque chose se prépare sur l'euro-dollar, mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui un trade intéressant. On prépare une structure d'essoufflement au-dessus des 1,2750 et 1,28, mais elle est en cours de construction, donc à l'écart. Les paires en yens restent extrêmement fortes. Attention donc au yen index qui teste ses plus bas annuels, mais qui reste lui aussi dans une tendance baissière. Il est tout à fait possible que le yen finisse par casser ses plus bas annuels. Il faut continuer de le vendre, notamment face aux devises les plus fortes à travers, par exemple, vous le savez, des achats de GBP Yen, vous avez aussi des achats d'Euro Yen, des achats d'USD Yen, mais il faut savoir se positionner sur des bons niveaux de support, donc le Yen plus que jamais au bord du gouffre, en lien tout simplement avec les fondamentaux japonais et puis les perspectives de politique monétaire. Alors, les indices de vie, j'en ai parlé longtemps ce matin, laissez-moi immédiatement passer sur des stratégies forex et on va se concentrer notamment donc sur la livre sterling mais aussi sur l'AUD, le dollar australien qui s'enfonce. Alors ce ne sont pas forcément des catalyseurs qui concernent l'économie australienne, mais on le sait, c'est davantage la Chine. En tout cas, peu importe, nous sommes là ici pour identifier des tendances. Le dollar australien est dans c'est un couteau qui tombe. Alors première chose, le GBP AUD. J'en reparle, mais j'en ai parlé ce matin. Il est en train de casser une nouvelle résistance, comme il le fait. Et ce que j'apprécie en fait sur le GBP AUD, c'est que le GBP AUD nous rappelle que la séance du 19 septembre sur la livre sterling ne porte en rien des conséquences baissières. Ne shortez pas la livre sterling. La séance du 19 septembre est simplement un phénomène de prise de profit. Vous le savez, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Elle a été mécaniquement et très rapidement achetée. D'ailleurs, vous avez eu ce matin une alerte proposée sur le site internet sur le pound britannique
avec notamment ce graphique-là. Il s'agit d'une capture d'écran, donc du Pound Index, avec donc l'indicateur technique Ishimoku, vous montrant en fait les conséquences haussières de ce rallye sur la livre sterling depuis la séance du 8 septembre. Vous devez donc acheter la livre sterling, mais l'acheter sur des paires de devises qui proposent des niveaux de support. Alors ce matin sur le GBP AUD, j'ai évoqué le support à 1,8325. Bon, il s'avère que la paire continue ici sa progression, et si ce soir nous avions une clôture au-dessus des 1,43, 1,8370, nous aurions tout simplement un nouveau signal d'achat. Là où il faut faire attention sur les paires en GBP ou encore en AUD, c'est que ce sont des tendances puissantes. Alors des tendances haussières sur le GBP et tendances baissières sur l'AUD. Je vous invite à utiliser les moyennes mobiles exponentielles, et notamment les moyennes mobiles exponentielles à 10 ou 20 périodes ici, sur l'horizon temps journalier. Alors on va se concentrer sur la moyenne mobile à 10 périodes, ici, sur le daily, pour attraper un éventuel, en tout cas renforcer un éventuel niveau de support. Et donc constatons malgré tout que ces paires de devises sont fortes, mais que les indicateurs de tendance sont assez éloignés. Donc soyons prudents, si vous êtes à l'achat sur les premiers supports, réduisez le levier, stop proche, ce qui est certain que si la paire de devises revenait dans cette zone-là, ce serait juste un achat parfait. Mais pour l'instant, elle est puissante. Attention donc au dollar canadien. Il y a un phénomène qui concerne un peu tous ces dollars dits des matières premières, le plus faible étant l'AUD. Admettons que le NZD est aussi sous pression, mais je me méfie du dollar canadien à court terme. Alors le GBP CAD vient de former un support ici, un support intéressant à 1,7815. Alors on a eu une forme de structure ici en V-bottom. Ce que j'apprécie sur le GBP CAD, c'est qu'on a retracé, voilà, on a fait un beau 50%, un 50% de retracement d'une impulsion haussière. Je trouve ça, moi, très intéressant. Et je pense désormais que des stratégies d'achat sont protégées par des stops sous cette zone. En clair, tant que le GBP CAD tient les 1,7826, je pense qu'il est susceptible de rejoindre à nouveau les 1,80, 1,81. En tout cas, méfiez-vous du dollar canadien qui semble vouloir consolider à court terme, et il recule depuis, on a vu, la partie haute d'un canal. Donc, le GBP CAD, peut très probablement rejoindre 1,81, voire davantage, tant qu'ici ce support à 1,7826 tient. Mais aujourd'hui, il y a nettement plus intéressant. Il y a une paire de devises dont on vous a beaucoup parlé et qui nous rappelle une chose, puisque lorsqu'on fait des cassures haussières, alors le premier réflexe souvent c'est de se dire mais nous n'aurons jamais le pullback, on va jamais pouvoir se positionner. Eh bien aujourd'hui, le GBP NZD vous montre que malgré des puissantes cassures haussières, on peut toujours espérer un retour sur support. On appelle ça donc un pullback. Et donc le GBP NZD avait cassé une résistance ici à 1,9950, 1,9960. Suite donc à cette séance ici du 17 septembre, il a fait un pullback ce matin. Voilà, intéressant niveau de chartiste ici. Il est revenu chercher donc ce niveau horizontal et il repart à la hausse. Alors le GBP NZD, il est intéressant, pourquoi? Parce qu'on sait le dollar néo-zélandais globalement sous pression depuis quelques semaines, et on sait la livre sterling fermement recherchée. Tout simplement parce que c'est une devise dont la tendance renoue avec les fondamentaux de la politique monétaire. Et d'ailleurs, si vous avez pris connaissance du dernier rapport de la Banque d'Angleterre, donc les minutes de la Banque d'Angleterre, eh bien sachez que sur les 9 membres du comité exécutif de la Banque d'Angleterre, 2 se sont prononcés en faveur d'une hausse des taux, donc a priori au début de l'année 2015, et en tout cas le marché semble croire fermement à un tel scénario à partir du début de l'année. En tout cas, et au-delà de toutes ces spéculations, parce que finalement cela n'est que supposition ou consensus, il s'avère que d'un point de vue technique, nous avons là une paire de devises qui, si elle devait clôturer maintenant, eh bien tout simplement présenterait une structure en avalement haussier, en terminologie japonaise, qui est une structure intéressante, et il me semble tout à fait possible qu'à court terme, le GBP NZD rejoigne les 2,0330, en fait, les sommets en fait, qui avaient été atteints ici à la fin du mois de janvier 2014. Donc, en tout cas, voilà, on vous en a parlé un certain nombre de reprises, on vous a invité à vous intéresser à certains niveaux de support. Vous avez peut-être mis à profit ces éléments-là.
beau comportement aujourd'hui donc de cette paire de devises qui est le GBP NZD. Non, tout à l'heure je parlais de l'AUD qui est donc en souffrance, ainsi que du dollar canadien qui semble vouloir reculer davantage. Alors, il y a une paire de devises qui peut-être est intéressante à court terme. Il s'agit de l'euro dollar canadien. C'est intéressant aujourd'hui de s'intéresser à l'euro parce que sur le marché d'échange, comme le montre l'euro index, l'euro est un facteur neutre. Il va donc subir directement l'influence des monnaies qui, elles, dévoilent de la tendance. Et je trouve assez intéressant ce deuxième test des 1,40 ici sur l'EuroCAD. Alors, il s'agit, je pense, d'un trade intéressant dans le cadre d'une stratégie de swing trading. Et je pense donc que une stratégie d'achat est intéressante avec un stop de protection sous les bas récents pour viser un nouveau retour de l'EuroCAD en direction des 1,4250. Donc, je pense que on peut envisager un achat de l'euro face au dollar canadien pour viser à peu près encore une centaine de pips de hausse, 120 pips. Donc en direction ici des 1,4252. Je pense que le CAD, de manière générale en tant qu'indice de vis, peut encore corriger 24 heures de plus. Et donc voilà, en tout cas, d'un point de vue technique, double test, deuxième réaction favorable ici sur ce niveau des 1,40. Voilà, moi ça me plaît, donc je vous en parle. L'EuroCAD, donc je pense qu'il peut aller plus haut, le GBP CAD aussi. Bon, la UD CAD, vous avez compris, c'est un couteau qui tombe. Autre élément en faveur d'une phase de faiblesse du dollar canadien à court terme, c'est finalement à nouveau cette paire USD CAD qui tente de refranchir les indices. Alors pas de stratégie de trading à vous proposer ici à court terme, puisque je pense que le timing, le money management existe actuellement sur le URCAD, mais pas forcément sur le SDCAD. Mais peu importe, cela témoigne qu'à court terme, c'est une devise qui est donc vendue. Alors, le GBP, vous l'avez compris, le GBP CAD, le GBP AUD, le GBP NZD, très intéressant. Le GBP USD, j'en parlerai juste après. Je voulais d'abord vous montrer le cas du GBP Yen. Alors, ce que je vais vous dire sur le GBP Yen est valable finalement pour l'ensemble des paires en Yen. C'est-à-dire qu'elles sont haussières, ces paires de devises, parce que le yen japonais, lui, est sous pression, et je pense toujours que ce yen japonais va inscrire de nouveaux plus bas annuels d'ici la fin de l'année. Les paires en yen, il faut les acheter sur support. Le problème, c'est que les supports les plus évidents, il y a peu de chances que le marché revienne les chercher. Alors, sur le GBP yen, le marché semble vouloir former un premier support à 177,45, mais est-ce le bon? Est-ce que le marché va faire un flat avant de relancer à la hausse? Aucune certitude. Alors, il y a deux niveaux qui m'intéressent. Le premier est à 177,45, le second est à 176,50. Je vous invite à surveiller la moyenne mobile exponentielle à 10 jours, ainsi que, en utilisant l'indicateur technique Ishimoku, la Tenkan journalière. Ce que vous indique la Kijun ici, daily, c'est que le marché fait un flat. Il fait donc un flat au-dessus de ce support ici à 177,45. Vous avez en tout cas, je pense, dans cet intervalle ici, entre 176,50 et 177,50, une zone de soutien. Et je pense que si le marché vient la travailler, il faudra adopter des stratégies d'achat, le stop de moyen terme étant désormais sous les 175,40. Mais vous savez, c'est une paire de devises qui a des perspectives fermement haussières à moyen long terme. Je peux vous montrer tout de suite, je vais vous montrer un graphique en données hebdomadaires de l'euro yen, du GBP yen, on verra tout à l'heure, je vous l'ai déjà montré. C'est tout simplement fortement haussier. L'euro yen. L'euro yen, ce que je viens de dire sur le GBP yen s'applique aussi parfaitement. C'est une paire de devises qui a donné un certain nombre de signaux d'achat ces dernières semaines. À l'heure actuelle, nous avons donc un flat au-dessus d'un support nouvellement formé à 140. En ce qui me concerne, le scénario le plus probable me semble être celui d'une phase de pause avant une nouvelle impulsion. En direction, je dirais au moins des 142,50. Je pense qu'au mois d'octobre, voire même peut-être d'ici la fin du mois de septembre, on ira chercher 142,50.
Alors comment est-ce qu'on peut se positionner à l'achat sur l'euro-yen? Trois possibilités. Soit vous y êtes déjà, et dans ces cas-là vous tenez les positions longues. Soit vous n'y êtes pas et vous avez un achat agressif envisageable au-dessus des 140. Agressif du point de vue, je dirais, de l'écart aux indicateurs de tendance à court terme. Enfin, vous avez peut-être une zone, je dirais, où le money management pourrait être un peu moins risqué. C'est finalement tout ce qui se trouve entre 139,30 et 140. Une zone de support attractive, au-dessus d'ailleurs de cette ancienne oblique de tendance baissière qui a été cassée à la hausse et qui reçoit donc bientôt, prochainement, le soutien de la moyenne mobile exponentielle à 10 jours. Donc ce raisonnement sur l'euro-yen s'applique rigoureusement et de manière identique sur le CHF yen, euro-yen, CHF yen, même combat. Avec donc sur le GBP yen quelque chose donc peut-être de beaucoup plus fort, étant donné que la livre sterling, elle, est clairement plus forte sur le FX. Ce matin, je vous ai aussi parlé du GBP CHF. Là aussi, le GBP CHF, en gros, voilà ma lecture du GBP CHF, et je trouve que le GBP CHF est la paire de devises qui s'approche le plus du pound index. En clair, je pense que la tendance intrinsèque de la livre sterling se capte le plus facilement sur le GBP CHF. Donc la lecture technique c'est quoi? Un mât de hausse ici entre début mars et juillet 2014. Une consolidation baissière qui s'est terminée début septembre, essentiellement liée, on le sait, à un changement de ton de McCarney, mais surtout probablement dès le milieu du mois d'août, des attentes et des spéculations relatives donc au référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Cette phase d'incertitude politique s'est traduite par une phase de consolidation de quelques semaines idéale pour se positionner dans le sens de la tendance haussière de moyen terme. Laissez-moi vous rappeler à travers un tableau nos anticipations de politique monétaire. Alors ce tableau en fait sera un des éléments constitutifs de nos prévisions trimestrielles, mais dans ce tableau en fait on vous présente, je dirais, la synthèse de nos attentes en termes de politique monétaire, avec un code couleur assez lisible, et il est accompagné éventuellement d'un petit plus ou d'un petit moins. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que sur le Forex, deux monnaies doivent être achetées à moyen long terme. Il s'agit du dollar US et de la livre sterling. Maintenant, ce qui est important, c'est le timing. En termes de timing, il n'existe probablement plus sur le dollar américain. On en reparlera au mois d'octobre. Par contre, il existe clairement sur la livre sterling depuis la semaine dernière. Et donc, je continue de penser que des achats sont à envisager sur des paires en GBP. Vous aviez ce matin donc le GBP NZD, le GBP AUD qui s'apprête à donner un nouveau signal. Et quant aux paires en yen, GBP yen, CHF yen, euro yen, j'espère avoir bien cadré la situation. Aidez-vous des premiers niveaux de support horizontaux. De toute façon, ce seront presque les trois mêmes graphiques à court terme, que vous preniez l'euro yen, le CHF yen ou le GBP yen. Alors l'USD yen, lui aussi témoigne de toute sa force. Vous savez, l'USD yen, c'est d'une part une devise là où aussi nos données de SSI sont particulièrement parlantes, puisque vous êtes donc à travers le monde, lorsque je dis vous, je m'adresse à l'ensemble des clients FXECM, une majorité à vendre cette paire de devises. Le réservoir des acheteurs est à peine rempli, à peine 30% d'acheteurs. Il faut l'acheter sur support. Pourquoi ai-je cette conviction qu'il faille acheter l'USD yen sur support? Je vais vous montrer un graphique en données mensuelles de l'USD yen qui va me permettre de clarifier les choses de deux façons. Non, le timing n'est pas présent. Il est hors de question de procéder à des achats d'USD yen au niveau actuel des cours, car tout simplement nous avons rejoint ici cette oblique de tendance baissière en données mensuelles, ainsi que le niveau des 110, mais nous avons donné un signal d'achat majeur ici en septembre avec la cassure des 105,50, la cassure d'une oblique de tendance baissière en place depuis août 1998. Il faut donc l'acheter ici au contact d'un niveau de support. Et il est probable que si le dollar américain venait à consolider, notamment lorsque l'USD index aura rejoint la résistance à 11 000 points, eh bien il va falloir commencer à s'intéresser au niveau de support de l'USD yen. En clair, il va falloir commencer à chercher des niveaux sur lesquels nous pourrons laisser traîner dans le marché des ordres d'achat à court limité.
Alors, on peut peut-être déjà commencer à préparer ce travail-là, sachant que là, vous allez vous positionner directement sur ce concept. En fait, ce n'est même pas un concept, c'est tout simplement un thème fondateur du marché d'échange, la divergence des politiques monétaires, qui doit vous inviter à vous positionner à l'achat sur les devises les plus fortes, ayant en contrepartie la vente d'une devise extrêmement faible. La devise de base dans un achat doit être une devise concernée par une politique monétaire qui devient plus restrictive. La devise de contrepartie, donc celle que vous allez vendre face à la devise de base, doit être une monnaie concernée par une politique monétaire de plus en plus accommodante. Ce qui est le cas, et c'est ce qui oppose la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale du Japon. Donc, l'USD-Yen, quel serait le premier niveau de support à moyen terme? Eh bien, je pense que le niveau des 107,50 est un bon niveau. Et il est probable qu'au mois d'octobre, par exemple, dans le cadre d'un mouvement de consolidation, on vous propose l'achat de ce niveau de support. Pour l'instant, c'est une tendance haussière qui ne s'arrête pas. Et si jamais l'USD Index devait aller chercher les 11 000 points, cela pourrait correspondre au niveau des 110 yens. On va travailler maintenant un autre concept qui est un concept purement technique. L'USD Yen, c'est un peu un cas d'école, puisque la cassure haussière s'accompagne d'un doublement du volume d'échange réel. Vous avez ici le volume d'échange réel sur la paire USD Yen à travers le monde, donc à travers le monde FX de FXECM, les clients réels FXM. On va travailler un autre concept qui est celui du mouvement proportionné. On peut tout simplement reporter cette jambe de hausse ici au point bas de la consolidation pour voir si cela nous donne un certain nombre d'objectifs de cours. Donc j'attrape cette première jambe de hausse, j'attrape ici le point bas de la conso et nous obtenons pile poil 109,98. Donc je pense que l'USD Yen peut être un indice très intéressant pour anticiper ce que pourrait être le point de départ d'une consolidation du dollar américain. En clair, il est possible qu'un test des 1,2750 ou des 1,28 sur l'euro dollar conjugué à un test des 110 yens sur l'USD Yen soit, et encore rien n'est certain, mais peut-être un bon timing pour enfin faire respirer ce dollar américain. Mais gardons bien à l'esprit que cela n'est absolument pas acquis. Nous sommes actuellement dans une des tendances haussières les plus fortes sur le FX, et il est tout à fait possible qu'elle se poursuive. Mais à un moment ou à un autre viendra cette respiration tant attendue. Pour un certain nombre de raisons chartistes, les 110 yens peuvent déclencher ce type de mouvement. L'AUD-USD, là aussi, c'est exactement la synthèse de ce qu'on vient d'envisager à travers la force intrinsèque des différentes monnaies. L'AUD-USD, la devise de base, est une devise forte, concernée par une politique monétaire qui devient plus restrictive. La devise de contrepartie n'est pas concernée par une politique monétaire qui tend à devenir plus accommodante, mais il s'avère qu'à l'heure actuelle, le dollar australien est un couteau qui tombe. D'une certaine façon, le dollar australien suit davantage la politique monétaire de la Banque centrale de Chine, et on le sait, la Banque centrale de Chine lance depuis la semaine dernière un certain nombre de mesures accommodantes sur le plan monétaire. Tout d'abord, la mise à disposition d'une enveloppe d'argent de 60 milliards d'euros auprès des banques chinoises. Et ce matin, ou ce week-end, la Banque centrale de Chine a annoncé la baisse de son taux de refinancement à 14 jours de 20 points de base. Cela crée donc de la baisse à la fois pour le yuan renminbi, et l'USD CNH a un peu rebondi ces dernières heures, et surtout, le dollar australien s'enfonce. Alors, vous avez, je pense, toujours sur l'AUD-USD, ce canal de baisse en données journalières. Vous devez retenir ce canal de baisse en données journalières, et là, je pense que l'AUD-USD, tout simplement, va baisser d'abord vers 0,88, mais il est tout à fait concevable que l'AUD-USD tombe vers 0,8650, étant donné qu'il s'agit tout simplement des plus bas annuels. Enfin, on peut essayer d'utiliser les objectifs théoriques de cette structure ici en épaule, tête-épaule, que l'AUD-USD a validé ici. Et donc, alors je vais les positionner, je vais positionner tous les ratios, ce qui va nous donner un certain nombre de choses. Voilà. Il s'agit en fait que d'objectifs intermédiaires. Bon, voilà.
Là, je pense qu'assez rapidement, on va se replier en direction des 0,8825, 0,88, 0,80. Enfin, bref, c'est un couteau qui tombe, c'est un fait. Et là où je suis quand même très satisfait, c'est, je me répète, mais je pense que c'est toujours efficace, c'est vraiment l'efficacité des indices devises, et notamment donc le message technique qui était donné par l'AUS, l'OSI Index, que vous avez ici, l'OSI Index qui ne fait que donner une succession de signaux de vente depuis ici le 8 septembre. Alors c'est franchement très très baissier, mais bon, c'est surprenant hein, par l'amplitude. Alors donc voilà, donc le CAD, rappelez-vous, va baisser à court terme, et j'apprécie les achats de Rocade, et je pense que le Rocade peut rejoindre, vous l'avez compris, un 42,50 voire davantage. N'oubliez pas aussi le GBP CAD, je pense que le GBP CAD est un bon candidat aussi. Finalement, toutes les paires en GBP, sauf qu'il y en a encore une que je n'ai pas évoquée, c'est le GBP USD. Alors on va en parler du GBP USD. Donc à cela s'ajoute pardon, une étude hein, qui a été faite sur, alors non pas la politique monétaire, mais ce qu'on pourrait appeler l'efficacité ou la transmission de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre à l'économie réelle. L'objectif d'une politique monétaire accommodante, c'est de soutenir le crédit, alors à la fois le crédit public, mais aussi le crédit privé. On sait le succès concernant le crédit public, à savoir des achats d'obligations d'État, mais il s'avère qu'il est beaucoup plus difficile de faire en sorte que ces liquidités se traduisent par un développement du crédit au secteur privé. Et c'est en tout cas une étude ici au sujet de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui rappelle aussi l'incertitude quant aux mesures équivalentes hein, de la Banque Centrale Européenne. Rien ne garantit derrière eh bien, une efficacité. Donc voilà pour ce tour d'horizon du FX. Un passage rapide sur l'euro-dollar, mais si vous avez compris l'objectif de mon raisonnement, c'est je pense qu'à court terme, l'euro-dollar n'a strictement aucune utilité en termes de trading sur le FX. L'euro-dollar ne présente à court terme aucun intérêt du point de vue de la tendance. Nous avons un mouvement baissier qui s'essouffle petit à petit. Alors, éventuellement une espèce de structure de compression ici, en données 4 heures. S'agit-il d'un biseau descendant? C'est possible, mais j'ai envie de dire, on peut très bien faire une grosse mèche basse sur 1,2750. Donc, moi, face à ce type de compression, je n'ai aucun conseil finalement à donner, si ce n'est de vous tourner vers toutes les paires de devises que je viens d'évoquer à court terme. Alors maintenant, on va se concentrer sur les indices boursiers, les indices européens, les indices américains. Qu'en est-il? Alors c'est même pas ça que je voulais ouvrir. Je retourne sur l'horizon de temps journalier. Allez, ça charge. Et puis ensuite, je réponds à vos questions. On fera une dizaine de minutes de questions-réponses. Alors, le CAC 40. Donc je suis revenu ce matin sur mon abus de langage concernant donc les chandeliers japonais, en vous proposant donc une petite synthèse sous la forme graphique. Je vais vous la remontrer. Les voici, donc histoire d'utiliser les mots corrects. Je pense que ce que vous avez sous les yeux est une belle synthèse. L'idée, c'est de savoir distinguer une étoile filante d'un pendu, l'étoile filante étant un pendu inversé, le marteau inversé. Il s'agit ici de structure baissière et là de structure haussière. Attention, ne tirons pas de conclusion trop hâtive de vendredi, vous allez voir pourquoi. Et enfin de maîtriser les doji. Doji en croix, porteur d'eau, doji en croix inversée, doji sans mèche, doji dragon ou encore pierre tombale. Le doji pierre tombale, clôture égale ouverture au plus bas. C'est peut-être ce que nous avons eu ici sur l'indice Eurostoxx 50. En tout cas, vous avez ici quelque chose qu'il faut connaître. Et donc, forcément, je vais commencer par l'indice Eurostoxx 50. Il m'intéresse à plus d'un titre. L'indice Eurostoxx 50 est révélateur de ce qui se passe à court terme sur les marchés actions. Les marchés actions européens ont construit le 16 septembre un marteau. Le marteau est un chandelier haussier. Qu'il s'agisse du marteau ou du marteau inversé, il apparaît sur un niveau de support. Suite au marteau, les marchés actions européens ont progressé.
ils atteignent une résistance et proposent vendredi en clôture soit des étoiles filantes, soit ici, comme sur l'Eurostoxx 50, un doji en pierre tombale. Il faut bien comprendre que ces deux figures, celle du lundi et celle du vendredi, se neutralisent et sont simplement signes du fait que, à cette période de rebond technique du 8 août au 5 septembre, a laissé désormais la place à une formation plutôt neutre en range, entre 3200 points et 3300 points sur l'Eurostoxx 50, 4400 points et 4500 points sur le CAC 40, ou encore 9600 points et 9800 points sur le DAX 30. Donc, il ne faut pas exagérer la portée négative des chandeliers de vendredi et garder plutôt à l'esprit que c'est un marché dont la tendance s'est neutralisée en fait depuis le 8 septembre. Pourquoi ces chandeliers ici représentés sur nos contrats, sur nos CFD FRA 40, GR 30 et Stoxx 50, une forme d'incertitude vient de la dynamique, je dirais, des indices actions américains. Là aussi, la lecture est compliquée dans le sens où nous avons un indice Dow Jones qui lui est largement haussier, hein. D'ailleurs, il a donné un signal d'achat le 17 septembre lorsqu'il a cassé à la hausse les 17 150 points. Bon, vous voyez qu'on a eu un chandelier qui était pas exceptionnel vendredi, mais en fait ce n'est rien, c'est haussier. Nous sommes actuellement sur des sommets historiques, donc ce que j'ai représenté en rouge ici, ce sont les extensions de Fibonacci, les extensions standards. On fait les objectifs de cours, on consolide un peu, mais on voit que assez rapidement un intérêt acheteur se matérialise. Donc pourquoi? Quel est le petit doute finalement qu'on peut avoir au-delà des graphiques de long terme? Et vous connaissez notre lecture des graphiques de long terme. Là où on peut avoir un léger doute peut-être, c'est sur un indice S&P 500 qui peut-être se désolidarise un peu du Dow Jones, c'est-à-dire que y a un décalage. Il y a un décalage quand même. Le Dow est beaucoup plus fort. Alors, c'est un argument peut-être qu'on peut mettre en avant pour mettre en doute ce que ferait l'indice Dow Jones. Disons qu'en effet, il faut rester méfiant sur le SP. Il a atteint 2020 points. Bon, on voit que c'était une extension. C'est neutre en fait, à court terme. Je pense que c'est neutre le SP500. C'est un marché, je ne suis pas très à l'aise dessus. C'est pareil pour le Nasdaq 100. On casse un support le 15 septembre, faux signal, on réintègre. On tente de faire une cassure haussière le 19 septembre, et en fait on reste dans ce range. Bon, voilà, il y a une forme d'hésitation là, une forme d'hésitation à porter le marché plus haut. Alors, peut-être aussi que nous sommes en manque de catalyseur. Qu'est-ce qui pourrait changer les choses? Eh bien demain, la publication des indices PMI flash, donc des indicateurs avancés très suivis pour la Chine, la zone euro et les États-Unis. Les matières premières sont en souffrance sur le FX pour tout un tas de raisons, d'ordre à la fois fondamental mais aussi monétaire. Vous avez compris, les métaux précieux ont décroché. Les pétroles sont-ils à la croisée des chemins? Oui, les pétroles sont à la croisée des chemins, qu'il s'agisse ici du Brent ou du WTI. On en a assez largement parlé. Je pense que si vous êtes à l'achat depuis ces niveaux de support majeurs, il va falloir rapidement franchir une résistance, et je vous invite notamment à surveiller en Ishimoku ici la Kijun jour. Tant que ces deux marchés se maintiennent sous la Kijun journalière, il faut rester extrêmement prudent. Mais pour le moment, eh bien, les supports tiennent. Et la cassure aussi sur le cuivre n'est qu'une illustration finalement de ce mouvement de baisse général sur les matières premières. Alors c'est bien sûr probablement dû à des anticipations revues en baisse de croissance de la demande. C'est-à-dire que la demande mondiale de matières premières, elle continue d'augmenter, mais elle augmente à un rythme moins élevé qu'anticipé, essentiellement de la part de la zone euro, mais aussi donc de la Chine, et peut-être aussi d'autres économies. Voilà. Donc, il est 15h50, 10 minutes de questions-réponses sur les actifs qui vous intéressent.
bonjour du Québec, bonjour à tous. Alors autant dire que le câble est haussier, ça c'est certain. Le câble est extrêmement bien orienté. Alors le GBP USD. Donc première question sur le câble, car j'ai pris soin, enfin c'est pas fait, bon, je n'ai pas évoqué le cas du câble. Mon opinion sur le câble, c'est que il s'agit d'un actif sur lequel nous avons été globalement bons. Nous avons été bons sur le câble. Par exemple, je reconnais mon erreur par exemple sur l'argent. Je n'aurais pas dû une nouvelle fois recommander de s'intéresser au support. Par contre, je pense que sur le câble, nous avons fait un beau suivi. Et donc, nous avons d'une certaine façon un peu la main sur cet actif, sur le GBP en ce moment. Même si le GBP USD, c'est peut-être moins attractif que le GBP AUD, que le GBP NZD, que le GBP Yen, il n'empêche. Alors pourquoi? Parce que c'est la confrontation de deux monnaies fortes. Il n'empêche, nous avons un premier support ici à 1,6280. À court terme, je pense que le GBP USD est coincé donc entre la moyenne mobile à 20 jours et ce support à 1,6280. Je suis convaincu du fait que le GBP USD va monter. Et je pense que ce marché peut revenir chercher les 1,67. Nous irons chercher 1,67 sur le GBP USD. Reste à savoir de quelle façon. Mon opinion est que ces 1,6280 peuvent tenir. Et quel serait un bon signal d'achat? Eh bien, la première clôture jour, la première cassure jour de la moyenne mobile à 20 jours serait, je pense, un très bon signal d'achat. Alors, autre question sur l'AUD NZD, car il est vrai que je ne l'ai pas évoqué, donc je vais aller le chercher tout de suite. Allez, AUD NZD. Donc, l'AUD NZD, alors, j'éviterai de tenter un achat maintenant. Moi, en fait, lorsqu'un niveau de support m'intéresse, il faut déjà que ce soit un support graphique, mais qu'en même temps, je constate au moins un momentum en survente. C'est trop tôt en fait. Alors déjà, on avait fait un bel objectif de cours ici, mais c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. L'AUD est un couteau qui tombe. Peut-être un jour on va s'y intéresser, mais là c'est trop tôt. Je n'envisage pas d'achat. L'euro yen, nous en avons déjà parlé. L'AUD yen. Alors, l'AUD yen, je resterai à l'écart désormais. Je resterai à l'écart. Tout simplement parce que... Alors, c'est vrai qu'on revient tester un niveau, ici. Mais je pense que parmi les paires en yen, il y a probablement mieux à faire. Et parmi les paires en AUD, il y a aussi probablement un peu mieux. Il est possible que ce marché... Alors, c'est une paire... je n'ai pas tellement suivi à court terme. Mais voilà, j'ai ici une ligne de tendance. Il y a peut-être un support ici qui est en risque. J'ai un indicateur de momentum qui travaille la neutralité, donc qui ne me donne pas d'informations. J'ai plutôt envie de dire que c'est un marché qui est sous pression depuis le 8 septembre. Et je pense qu'il est probable que ce marché revienne chercher des niveaux de support un peu plus bas. Donc je resterai à l'écart tant qu'on ne vient pas au moins tester ici cette oblique de tendance. Je vais ajouter une moyenne mobile pour voir ce que cela donne. Mais je pense que il y a probablement mieux à faire à court terme. Voilà, je me tiens à l'écart pour l'instant de cette paire de devises. Mais intéressez-vous davantage à l'euro CAD ou au GBP CAD. Je pense qu'à court terme c'est intéressant. Autre élément en faveur d'une baisse du dollar canadien, le CAD yen a atteint un bel objectif de cours.
Je pense que le CAD yen peut revenir sur ce niveau de support là, à 97,70. Attention, le momentum donne un signal d'alerte aussi sur le CAD yen. Donc je pense que, voilà, chercher des achats sur l'EuroCAD. Finalement, je fais une synthèse. L'EuroCAD, je trouve très plaisant. L'EuroCAD et le GBP CAD, je pense qu'ils peuvent encore mettre une journée de verte. En tout cas, voilà. En tout cas, sur l'EuroCAD, on voit à peu près où positionner donc son stop de protection. Alors, l'euro USD, voilà, en ce qui me concerne, aujourd'hui, il n'y a rien à faire, quoi. Alors, visiteur, vous tentez de faire une synthèse des monnaies. En fait, tout n'est question d'horizon de temps, mais si vous devez mettre dans des catégories les monnaies, voilà, vous avez les monnaies fortes USD, GBP de manière absolue, mais à court terme, ce qui compte dans l'action des prix à court terme, c'est que l'AUD est très faible, le GBP est fort, et le CAD va être faible à court terme, Donc vous proposez ici un classement des monnaies, mais j'ai envie de dire tout dépend de votre horizon de temps. Alors, est-ce qu'un effet de levier de 200 est plus agressif qu'un effet de levier de 100? Donc Eric, je pense que vous avez la réponse. Antoine, donc c'est demain à 14h15. Nous aurons donc ce webinaire sur les fourchettes d'Andrews. Je pense qu'un support est prévu, tout à fait. Alors, l'euro CAD m'intéresse. Je trouve que l'euro CAD est une paire de devises intéressante, tout à fait, à court terme. Alors, merci de commenter le DAX en intraday. Alors, pour commenter le DAX en intraday, je vais descendre d'un horizon de temps et je vais donc aller voir en données journalières. Donc, honnêtement, l'euro-dollar ne présente aucun intérêt à court terme. En tout cas, c'est mon opinion. Alors, vous me dites que... Voilà. Alors, le DAX en intraday... Alors, écoutez, le DAX en intraday, on va faire les choses simples. Le marché teste toujours cette oblique de tendance en place depuis le 8 août. Alors, on est sorti par le haut d'un drapeau. Ça avait été précisé d'ailleurs, bien indiqué par Adrian. Il y a un niveau à 9800 points. Vous voyez que le marché malmène. Autant des achats pouvaient être envisagés lorsque nous étions sur ces 9600 points dans le drapeau. Voilà. Là, je pense que nous en sommes au 5e test de cette oblique de soutien, clairement beaucoup moins à l'aise pour une stratégie d'achat. Donc, à court terme, je pense que nous sommes sous résistance, mais au niveau actuel des cours, je pense que il me paraît là compliqué de vouloir tenter un achat, sauf que si vous le tentez, c'est simple. C'est simple, en gros, vous souhaitez chercher un achat. Le premier support, c'est cette ligne de tendance. Et le stop, dans ces cas-là, serait sous le point bas de ce chandelier 4 heures de la matinée. Mais voilà, sous les 9800 points, je suis désormais méfiant. Nous sommes quand même globalement sous des résistances sur ces marchés actions. Je suis donc, en termes de timing, forcé de vous dire qu'il n'existe pas là du tout pour l'achat. Alors, là, il s'agit des cours du pétrole. Alors, euro-yen. Ah bah, si on fait un drapeau, ce serait parfait sur l'euro-yen. Hein. Vous savez, le drapeau, c'est la configuration de pause la plus puissante dans la hausse. C'est-à-dire que lorsque le marché construit un drapeau, parmi toutes les configurations de chartistes de court terme, c'est vraiment celle qui est mise en avant pour être la plus puissante. Donc, si l'euro-yen doit faire un drapeau, eh bien, on aura une consolidation qui va avoir cette forme-là, quoi. On va consolider dans un espèce de range qui pourra très bien prendre cette forme-là. Et dans ces cas-là, si le marché revient entre 139,20 et 140, ce sera achat. Soyez prudent. Soyez prudent. Premier support, c'est donc ce niveau des 139,70. 139,70. Second support, 139,20. Je pense que l'intervalle 139,20, 139,70 est parfait pour mettre en place des stratégies d'achat.
Et on peut avoir à peu près le même raisonnement ici sur le CHF yen ou encore sur le GBP yen. Qu'est-ce qui pourrait mettre à mal finalement cette dynamique du yen? Et encore, l'été nous a prouvé que le yen était insensible au comportement des marchés actions, puisque les marchés actions européens avaient décroché, le yen n'avait pas bronché. Mais disons qu'un effondrement brutal des marchés actions pourrait en effet soutenir le yen. Pour l'instant, c'est la politique monétaire et les attentes de politique monétaire qui ont le dessus. Et puis, de toute façon, raisonnant simplement d'un point de vue technique, je pense qu'il faut vous intéresser aux principaux niveaux de support. Et le CHF yen, vous avez ce tout premier à 115,70 et peut-être un support un peu plus intéressant à 115,30. Moi, je m'intéresserais davantage aux 115,30 pour envisager un achat, les 115,30. En tout cas, sur le câble cassure haussière de la MM 20 jours, si jamais c'est le cas, c'est signal d'achat, quoi, et ça s'envole. Mais pour l'instant, on ne l'a pas fait. Alors, l'Eurocad. Alors, il y a une question sur l'Eurocad. Donc, alors, moi j'envisage en fait là, le mouvement dans le cadre d'un swing trading, hein, mais vous avez une question plus précise. Je vais descendre d'un horizon de temps et si nous devions envisager un achat sur cette Eurocad. Alors, tout d'abord, je vous en ai parlé ce matin. Si vous devez envisager un achat, je dirais, sur cette Eurocad, je n'aimerais pas le voir rebasculer sous les 1,4065. Donc je pense que si une stratégie d'achat doit être mise en place, vous pouvez mettre le stop sous ces 1,4060 et viser 1,4250, voire même ici 1,43. Ce qui, du point de vue du rendement risque, est dans les cordes. Alors, donc bien sûr, donc Romain, pour les histoires de tendance, là moi je m'intéresse simplement à l'action des prix à court terme. Alors, bien sûr que si on trade la tendance de fond, mieux vaut se tenir à l'écart et chercher à acheter le dollar canadien sur support, en effet. Lorsque je m'intéresse au dollar canadien de manière générale, c'est une monnaie haussière, mais à moyen terme. Je vais vous montrer le dollar canadien. Voilà, c'est haussier à moyen terme, mais à court terme, je pense que ça peut corriger. Donc si mon conseil, là, je vous donne un conseil, c'est sur les prochaines 48 heures. Mais dès que ce marché reviendra sur un niveau de support, je serai à nouveau à l'achat. Mais à court terme, voilà. À court terme, je mets en avant un certain nombre de choses ici qui me font penser que cela peut se replier encore 24 ou 48 heures. Alors, peut-être quelque chose aussi à faire, c'est de jeter bien sûr un coup d'œil au calendrier. Et les prochaines statistiques canadiennes, c'est donc demain à 14h30. Donc d'ici là, il n'y a pas vraiment de catalyseur. En tout cas, voilà, je vous fais un point de marché, je propose certaines stratégies. Voilà, après, vous avez toujours votre esprit critique, hein, bien entendu. Hein, si ça vous plaît pas. Alors, des statistiques sont tombées. Je vais tout de suite regarder les conséquences. Il s'agit donc des chiffres aux États-Unis. Alors, je me dirige tout de suite vers ces données. On va en prendre connaissance. De quoi s'agit-il? Eh bien, les chiffres sont décevants. Donc, en ce qui concerne l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis, les chiffres sont décevants. Ce qui ne crée pas grand-chose. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Alors, euro, USD, drapeau, je ne sais pas, je pense pas. Alors, un instant, je regarde. Alors, MLI, si, votre question est intéressante, mais je ne l'avais pas vue, autant pour moi. Bonjour, lorsque les taux descendent par exemple, pourquoi ne pas mettre une vente au lieu d'une vente? Récupérer son achat plus tard, même une année plus tard. Alors, si je comprends bien votre question, MLI, je pense que vous êtes davantage à la recherche de stratégies de moyen terme. Naturellement, votre question, imaginons qu'on anticipe une baisse à moyen terme pour une monnaie, pourquoi parfois tenter un achat? Tout dépend en fait de votre type, du type d'investisseur que vous êtes.
J'imagine que vous êtes davantage dans la catégorie des investisseurs de moyen long terme, et dans ces cas-là, en effet, le contre-tendance à court terme ne représente pour vous aucun intérêt. Alors visiteur, vous nous dites que les acheteurs de l'USD Yen sont cuits. Ce qui est certain, c'est que l'USD Yen approche des 110, de cette fameuse ligne de tendance hebdomadaire dont je vous ai parlé, que c'est suracheté. C'est certain qu'elle finira par revenir sur support. Pour l'instant, c'est haussier. Mais il est hors de question d'acheter au niveau actuel des cours, c'est certain. Vous voulez shorter l'USD Yen, rien, ça reste pour l'instant haussier, il n'y a pas de signal de vente, on peut très bien aller à 110, donc je préfère m'y intéresser, mais lorsqu'elle sera revenue sur un niveau de support. Alors, voilà. Voilà, au lieu de prendre un stop, tout dépend en fait de votre horizon de temps MLI. Elle risque de rester très haussière vu la faiblesse du yen. Alors, le CHF yen. Oui, bah le CHF yen, le principe c'est voilà, hein, vous l'avez compris, il faut l'acheter sur support. Vous avez ici cette ancienne ligne de tendance, voilà, la zone d'achat parfaite à moyen terme, vous l'avez compris, c'est là. L'idée là, lorsqu'on étudie comme ça tous ces graphiques, on n'a pas forcément automatiquement des stratégies d'achat, mais on prépare éventuellement celles qui pourraient intervenir plus tard. Moi ce que je vous dis c'est que si le CHF yen revient dans cette zone, je vais commencer à sérieusement m'y intéresser. Donc si on va travailler les 115-30, 115, oui clairement je recommanderais un achat ici sur ce CHF yen lorsqu'on sera sur support. Voilà donc il est 16h10, merci de votre attention. Demain matin, alors à 18h tout à l'heure, un webinaire sur les fondamentaux du marché des changes. Demain matin, Good Morning CAC 40, 11h Morning Meeting. Et donc 14h15 demain, les fourchettes d'Andrews. Merci à tous et à demain.